La Russie n'est pas dans une bonne situation en ce moment, ce qui a conduit à l'idée de plus en plus répandue que Poutine est politiquement fini. Et même si cela reste encore assez improbable, je pense qu'il vaut la peine d'explorer ce qui se passerait si Poutine venait à tomber du pouvoir. En effet, les conséquences soulèvent immédiatement des questions sur le meilleur moment pour que cela se produise du point de vue de l'Ukraine et, plus largement, de l'Occident. Il est tentant pour le camp ukrainien de dire que le plus tôt sera évidemment le mieux. Et je ne veux pas vous convaincre du contraire, étant donné que chaque jour passé en guerre est un jour de plus où des coups sont subis sur le champ de bataille et contre des cibles civiles. Mais il existe certaines préoccupations subtiles concernant le moment d'un éventuel départ de Poutine, qui auront des conséquences à long terme, pas si subtiles, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine et le reste du monde. Donc aujourd'hui, nous allons explorer cette situation en 3 étapes. Je vais d'abord présenter les différentes façons dont Poutine pourrait quitter ses fonctions. Ensuite, nous allons nous pencher sur un parallèle historique, la chute de l'Union soviétique, qui nous offrira des perspectives essentielles sur le problème actuel. Enfin, nous examinerons les principales différences entre la façon dont Trump ou un futur président pourrait gérer la situation. Il s'avère que le monde après Poutine offrira une opportunité pour l'Occident, mais ce sera une opportunité coûteuse. Ce qui soulève des questions quant à savoir si l'administration actuelle saisira cette opportunité de la même manière qu'un successeur pourrait le faire. Mais commençons par un aperçu des problèmes potentiels de Poutine. Je ne veux pas entrer dans les détails de la situation générale, car cela a été un thème récurrent sur mes 2 chaînes au cours des dernières semaines. Le résumé de base est que la situation économique de la Russie n'est pas favorable à la poursuite de l'effort de guerre. Cependant, les Russes ordinaires s'en sortent toujours bien. Le groupe qui est le plus touché, c'est la classe des oligarques, car ils perdent des contrats avec l'Occident et perdent de facto toutes les augmentations de salaire accordées aux Russes moyens à cause de la plus forte demande de main-d'œuvre. Par conséquent, j'estime que ce problème s'est aggravé pour Poutine et est certainement plus important que ce qu'il était au début de l'année. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que la situation économique en Iran est nettement pire. Il y a quelques mois à peine, de vrais manifestants anti-gouvernementaux étaient dans les rues, mais le public pense que le gouvernement iranien n'est pas près de disparaître. Considérez donc la situation de Poutine comme encore moins critique. À titre d'exemple, les marchés de prédiction estiment les chances de chute du régime iranien d'ici le 30 juin à 5%. Pour Poutine, c'est 2%. Notez également que Poutine a 73 ans, donc une partie de ce pourcentage reflète des causes naturelles. Néanmoins, supposons simplement que cette chute se produise. Et ensuite, on a l'impression que la guerre est impopulaire en Russie. Le nouveau dirigeant, qui n'est pas alourdi par le même bagage politique que Poutine, se retirera et nous pourrons clore ce chapitre absurde de l'histoire géopolitique. Eh bien, pas si vite. La poursuite de la guerre semble devenir de moins en moins populaire parmi la population russe, et peut-être qu'elle est carrément impopulaire dans l'ensemble. Mais réduire les frontières de facto actuelles de la Russie suscitera une réaction fondamentalement mitigée de ce même groupe. Rappelez-vous que l'annexion de la Crimée était incroyablement populaire en Russie. Même feu Alexeï Navalny, perçu comme le grand espoir d'une Russie libre, n'a pas soutenu l'idée de simplement rendre la Crimée à l'Ukraine pendant une bonne partie de sa carrière. Il n'y a pas de consensus entre l'Occident et le citoyen russe moyen sur ce à quoi devraient ressembler les frontières internationales. En Russie, la question est de savoir combien coûte l'expansion. Avec la Crimée, c'était pratiquement gratuit. Continuer dans le Donbass, en revanche, est nettement plus coûteux. Et simplement rendre le territoire à l'Ukraine ? Absolument pas. Ce serait un bon moyen pour le futur dirigeant russe d'être aussitôt évincé du pouvoir. En d'autres termes, l'Occident devrait s'attendre à ce qu'il qualifierait de partisans de la ligne dure remplace Poutine. Il existe plusieurs façons pour que cela se termine plus positivement pour l'Ukraine. L'une serait que la Russie sombre dans une guerre civile sans Poutine au pouvoir. Son absence crée un vide et différentes factions émergent, toutes essayant de prendre le contrôle du Kremlin. Nous savons comment cela fonctionne à travers l'exemple de la Première Guerre mondiale.
Les troupes russes rentrent chez elles pour choisir leur camp dans la guerre civile, et les adversaires internationaux de la Russie peuvent exploiter son avantage militaire. L'autre possibilité, c'est si un modéré arrive au pouvoir. C'est plus probable si la chute de Poutine se produit à travers un mouvement social, avec la réserve que, pour l'instant, ce sont les oligarques qui sont mécontents de lui. Par modéré, encore une fois, je ne veux pas dire quelqu'un qui souhaite activement revenir aux frontières de janvier 2022. Je parle de quelqu'un qui se soucie de la situation budgétaire de la Russie et qui accorde moins d'importance à un projet de prestige comme Nova Novorossiya. Cette personne ne rendra pas simplement l'Est de l'Ukraine à Kiev, mais elle pourrait être prête à s'en séparer au bon prix. Et cela nous amène au parallèle historique d'aujourd'hui. La chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne et la fin de l'Empire soviétique. Avec tant de décennies écoulées depuis que cette saga s'est produite, il est facile de penser que Reagan a dit « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ». Ensuite, le mur est tombé, l'Union soviétique a tiré sa révérence et l'Europe de l'Est est rentrée chez elle heureuse. Si seulement. Le Kremlin jugeait qu'il n'avait plus les moyens d'entretenir l'empire qui avait marqué la guerre froide. Mais il y avait une énorme différence entre desserrer l'emprise hiérarchique de Moscou sur l'Europe de l'Est et regarder les puissances occidentales avancer sans objection. Comme tout ce qui concernait la guerre froide, l'Allemagne était au centre du conflit. Il est devenu évident que l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est allaient se réunifier. Plus précisément, cependant, l'Est allait être absorbé par l'Ouest. Un petit problème, l'Allemagne de l'Ouest avait rejoint l'OTAN en 1955. Si le territoire anciennement connu sous le nom d'Allemagne de l'Est faisait désormais partie de la République fédérale d'Allemagne, cela ferait de l'ex-Allemagne de l'Est une partie de l'OTAN. Bonne chance pour comprendre comment cela fonctionnerait, alors qu'environ 400 000 soldats soviétiques et 200 000 membres du personnel de soutien et personnes à charge étaient encore présents. Nous étions loin de la période harmonieuse que les manuels d'histoire décrivent. Les États-Unis ont même commencé à élaborer des plans de guerre pour déloger l'Union soviétique du territoire. La guerre est inefficace. Des règlements pacifiques pourraient améliorer la situation des deux parties. La percée s'est produite quand George H.W. Bush a proposé que les ressources financières allemandes résolvent le problème. Vous voyez, à l'époque, l'Union soviétique était en pleine débâcle économique. Les économies dirigées ne sont pas très efficaces pour créer de la richesse. La possession de grands gisements de pétrole et de gaz a longtemps permis à l'Union soviétique de compenser la différence. Mais à ce moment, les prix de l'énergie baissaient. L'Union soviétique était à bout de souffle. Ainsi, l'Allemagne a offert d'importantes concessions économiques à l'Union soviétique. Cela allait de près sans intérêt pour reconstruire l'économie soviétique à des paiements directs pour construire de nouvelles installations pour les troupes soviétiques de retour. L'ensemble du paquet valait environ 14 milliards de dollars à l'époque. En retour, l'Union soviétique a retiré ses troupes d'Allemagne de l'Est et n'a pas tenté d'empêcher l'élargissement de l'OTAN à toute l'Allemagne. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale de l'époque et plus tard secrétaire à la défense, Robert Gates, a décrit cette stratégie comme un moyen de soudoyer les soviétiques pour qu'ils quittent l'Allemagne. Eh bien, le pot de vin a marché. Et puis, selon le récit historique simplifié, lorsque davantage de pays d'Europe de l'Est ont décidé qu'ils voulaient faire les choses à leur manière et qu'ils voulaient aussi que les pays occidentaux les protègent de l'une de Moscou, le Kremlin ne s'est pas plaint. La fine. Attends, laisse tomber. Puis l'Ukraine a été envahie. 4 ans plus tard, la situation sur le terrain ressemble à ceci. D'accord, supposons que Poutine tombe et qu'un modéré le remplace. Et ensuite ? Si la politique post-soviétique sert de guide, un réformateur pourrait être prêt à se retirer de l'Ukraine reconnue internationalement, peut-être sans la Crimée. Si le prix est le bon. L'Union européenne lèverait sans doute des fonds à cette fin, puisque l'Ukraine manque de liquidités. Mais il est difficile d'imaginer cela fonctionner sans un rôle central des États-Unis dans les négociations. Disons que cela n'arrive pas avant 2029. Si un candidat démocrate plausible remporte l'élection de 2028, il voudra certainement participer au système. Ce serait un moment qui définirait le siècle,
et ce serait aussi une occasion de corriger certaines des erreurs à long terme que l'Occident a commises dans l'euphorie de sa victoire dans la guerre froide. Le seul problème ici, c'est que cela sera coûteux. Cela semble pire que la situation de l'Allemagne de l'Est, car c'était la région la plus périphérique de l'Empire soviétique. L'Est de l'Ukraine, en revanche, est une partie intégrante de la Russie, selon la loi de la Fédération. Si Marco Rubio est président en 2029, je n'ai également aucun doute que les États-Unis seraient prêts à payer la somme nécessaire. Si en revanche J.D. Vance est président en 2029, je n'en suis pas aussi sûr. Les conversations Signal divulguées montrent qu'il appartient au camp isolationniste America First. Il est difficile d'imaginer qu'il avancerait l'argent pour ce programme. Il se tournerait vers les dirigeants européens, leur dirait que c'est leur problème et ferait en sorte que les États-Unis se replient de l'autre côté de l'Atlantique. Petite remarque sur la probabilité d'en arriver là. Vance reste en tête des marchés de prédiction sur l'investiture républicaine avec 36% de chance. Cependant, Rubio a consolidé sa position à 25%, étant sans doute, aux États-Unis, le principal bénéficiaire de la guerre avec l'Iran. Maintenant, si vous regardiez ces chiffres et que vous vous demandiez « Qu'est-ce qu'on fait ? Que se passe-t-il ?» alors vous serez heureux d'apprendre que Tucker Carlson est le troisième candidat républicain le plus probable, avec 7%. Le principe de cette vidéo est que le moment d'une chute éventuelle de Poutine est important. Et maintenant, vous devriez comprendre pourquoi. Je n'ai pas besoin de vous dire que Trump est plus un Vance qu'un Rubio. Si la chute de Poutine survient dans les prochaines années, il est difficile d'imaginer que les États-Unis financeraient un effort pour restituer des territoires à l'Ukraine, surtout que les États-Unis ne financent plus l'équipement destiné à empêcher militairement la Russie d'en prendre davantage. Maintenant, il y a quelques réserves à cette conclusion. Premièrement, Trump cherche surtout à lancer des projets marquants pour son héritage, même s'ils ne sont généralement pas très complexes. Il prend les victoires faciles et essaie de passer à la suivante. Pensez à la salle de bal de la Maison-Blanche, à jamais liée à lui. Réorganiser l'Europe n'est sans doute pas aussi difficile que contrôler la politique étrangère iranienne, mais ce ne serait pas facile pour autant. Peut-être que Marco Rubio, dans son rôle de conseiller à la sécurité nationale, pourrait flatter l'ego de Trump et le convaincre que c'est le projet qui définira son héritage. L'impopularité de la guerre en Iran deviendrait alors un simple détail historique. Donc s'il doit compenser ce fiasco, l'Ukraine est la solution. Et pour rendre l'affaire plus attrayante, qui sait ? Peut-être qu'ils pourront renommer le Donbass en Donbass. L'autre mise en garde, c'est que ce processus prendra beaucoup de temps à négocier. Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1980. Tour 9. Les derniers soldats soviétiques, qui étaient en fait des soldats russes à ce moment-là, n'ont quitté l'Allemagne que le 30 et 1 août 1994. Donc même si Vladimir Poutine quitte ses fonctions demain, il pourrait y avoir un long processus de négociation impliquant l'Europe qui retiendrait l'intérêt du nouveau dirigeant russe jusqu'à la prochaine investiture américaine. Alors qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Vladimir Poutine ne sera probablement pas écarté du pouvoir tout de suite, mais nous pouvons désormais évoquer les conséquences. Il est peu probable que le futur dirigeant russe abandonne du jour au lendemain l'Est de l'Ukraine. Cependant, il pourrait être possible de conclure des accords pour chasser la Russie. Mais la volonté des États-Unis de payer le prix nécessaire dépendra du moment où Poutine quittera ses fonctions. Vous pouvez quitter cette vidéo et découvrir l'un de ces deux livres fascinants sur les origines de la guerre. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.